La violence et les femmes et la violence faite aux femmes, l'antiféminisme exacerbé. Voilà de quoi nous allons parler avec nos deux invités qui ont été conviés ici par notre partenaire habituel, le CHS, Centre d'histoire sociale du XXe siècle, en la personne, puisqu'elle est la cheville intellectuelle de ces entretiens, de Françoise Blum. Ces deux historiennes sont Anne-Emmanuelle de Martigny et Françoise Thébault. Spécialiste, à la fois Françoise Thébault du féminisme et de l'antiféminisme, et spécialiste, Anne-Emmanuelle de Martigny, de la violence même à l'encontre, voire perpétrée par les femmes. Je voudrais que nous puissions commencer, avant de brosser une typologie, comme on dit, par les historiennes en raffolent de cet exercice, par périodiser. Mais là, c'est extrêmement compliqué. À partir de quand le statut à la fois de la femme et les atteintes faites à Icelle, la femme, à partir de quand on en parle, cela devient visible, cela devient condamné. Est-ce qu'il faut remonter, non pas à la plus haute antiquité, mais il faut remonter au XIXe siècle? Oui, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée. J'aurais envie de répondre en plusieurs temps. Je dirais, d'abord, il me semble qu'il y a quelque chose qui est important dans une époque très récente. Je dirais les années 1970-1980, hein, avec des choses qui ont été tolérées cessent de l'être. Hein, donc voilà, c'est intéressant pour les historiens, l'histoire de l'évolution des seuils de tolérance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tolérées à un moment où on ne les tolère plus. Alors je dirais que c'est quelque chose de très récent. Mais on peut aussi un peu remonter. Et je pense que le XIXe siècle, c'est un moment important. D'abord parce que au XIXe siècle, il y a des statistiques et il y a la presse, la grande presse. Et donc, ce sont des phénomènes qui vont devenir visibles grâce à la presse. Donc ça me paraît important. Et puis, je dirais, la question des violences sexuelles, alors, sur les petites filles, en fait, on commence à en parler à la fin du XIXe siècle, hein, les dernières décennies du XIXe siècle. Après, il y a aussi une autre forme de violence, c'est les violences conjugales. Contrairement à ce qu'on croit, les violences conjugales, elles ont été réprimées au XIXe siècle. Les juges ne se sont pas interdits d'entrer dans les chambres hein, et de réprimer ce type de violence. Vous avez dit à l'instant des choses tolérées qui ne le sont plus à partir des années 1970. Alors des choses tolérées, des choses on a envie de préciser. Je pense en particulier à l'inceste. L'inceste a été tu très longtemps avant d'être dit. Et je crois qu'il est une émission, c'était au dossier de l'écran, non, dans les années 70 ou 80, où tout à coup, l'esprit public a pris conscience en France. Vous pourriez en parler? Oui, alors il y a l'affaire Eva Thomas dans les années 1980. Et alors ça c'est complètement nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'une victime d'inceste vient sur un plateau de télévision et témoigne de ce qui lui est arrivé. Ça, c'est vraiment le moment à partir duquel on peut dater l'irruption de l'inceste dans l'espace public. Cette irruption est liée, me semble-t-il, et vous allez, Françoise Thébault, le confirmer ou l'infirmer, au mouvement féministe. Et si les choses ne sont plus tolérées, si les choses ne sont plus tues, est-ce du fait de l'émergence du féminisme des années 70? Oui, en grande partie, dans la mesure où il affirme que le privé est politique. C'est une phrase une assertion absolument fondamentale. Le privé concerne les affaires, ce sont les affaires de tous, les questions, l'intime, le sexuel, les relations privées font partie
sont une question de nature politique, et donc dire cela, c'est rendre visible tout un continent qui était à peine émergé, comme cela vient d'être dit. Donc là, il y a véritablement quand même une rupture fondamentale de la part de ce féminisme qu'on a appelé de la deuxième vague. Et ce féminisme de la deuxième vague, au sein de la gauche, je ne parle pas du reste, mais au sein de la gauche, à quelle résistance s'opposait-il? Parce que vous venez de dire le privé, la sphère familiale, par exemple. Et j'imagine que pour certains esprits dogmatiques ou rouillés, ça distrayait, au sens pascalien du terme, de la seule lutte qui vaille, celle contre l'État pour changer la société. Est-ce qu'il y avait, au sein de la gauche française, parfois un peu archaïque, une opposition à ce surgissement du privé ? Ah oui, Yvette Roudy avait une très bonne formule. Elle disait, au sein de la mouvance socialiste, le nouveau parti socialiste, reste encore ce qu'elle appelait l'esprit de Proudhon et de Somono. C'est-à-dire Proudhon, l'anarchiste du milieu du XIXe siècle, que l'on peut qualifier de misogyne, une réflexion intéressante sur les rapports de propriété, sur les rapports sociaux, mais une vision extrêmement traditionnelle de la place des femmes dans la société. Bon, on lui attribue cette phrase ménagère ou courtisane. Et Louise Somono, pourquoi utilisait-elle aussi ce terme? Louise Somono, c'est une militante des groupes des femmes socialistes dès avant 14 et qui va s'engager très fortement du côté du pacifisme pendant la Première Guerre mondiale, mais avec presque une haine des femmes, en fait, qu'elle accuse d'être imbéciles, d'avoir un cerveau embrumé. Donc elle est extrêmement virulente vis-à-vis de son sexe. Donc Yvette Roudy, elle, sa fonction comme première ministre des droits de la femme dans les gouvernements après l'alternance de gauche, elle considérait que son rôle, c'était de traduire en mesures politiques, en fait, les revendications du mouvement féministe des années 70 sur tous les plans. Y compris le plan privé, la violence, le langage, le remboursement de l'IVG, etc. Et vous vous souvenez, vous par exemple, de vous être coltiné avec des militants pour qui c'était une sorte d'angle mort. Marc Fesneau, le grand historien qui est né en 1924 et qui est toujours de ce monde, expliquait comment à Oran, quand il enseignait à Oran, les communistes locaux qui étaient parfaitement progressistes, entre guillemets, devenaient des fachos domestiques. Enfin, et vous avez connu ce genre de personnes qui tend, heureusement, à disparaître. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces tensions et ensuite, nous irons vers la misogynie et jusqu'au féminicide? Oui, ce sont la tension qui a existé très longtemps entre féminisme et socialisme, syndicalisme, entre privilégier les rapports de classe, la lutte des classes, ou privilégier la lutte des sexes, et donc faire surgir de nouveaux combats et de nouvelles revendications. Alors, je pense qu'effectivement, toutes les militantes féministes des années 70 ont ressenti cela, et y compris en tant qu'enseignante à l'université, qui a voulu promouvoir l'histoire des femmes à l'université. Je me souviens, encore dans les années 90, de réactions de militants purs et durs de l'UNEF qui considéraient que parler d'histoire des femmes, c'était pas un sujet. Qu'il fallait parler du mouvement ouvrier, de l'économie, du travail, mais que cela, non, ce n'était pas de l'histoire et ce n'était pas un sujet. Mais alors je m'interroge avec toutes les deux, comment peut-on passer, et doit-on passer d'ailleurs, de ces espèces d'œillères à la haine des femmes? L'un ne mène pas forcément, les œillères ne mènent pas forcément à l'autre. Et quelle différence faites-vous entre discrimination, violence, crime, entre la famille, la société, car la question du harcèlement au travail est aussi très importante, c'est 25% des cas de harcèlement, et ces explosions de violence. Il y a des frontières à respecter. La porosité n'est pas partout, quand même. Je crois qu'il faut partir d'abord des faits. Partons des crimes misogynes, hein, les crimes récents. Donc,
Là, évidemment, je fais référence à ce qui s'est passé à Toronto cette année. Hein. Cet homme, Alec Minassian, qui est un ancien étudiant, jeune, 25 ans, qui a lancé sa camionnette sur la foule et qui a tué pas mal de gens, surtout des femmes. Et en fait, Alex Minassian avait posté un message sur Facebook en expliquant la rébellion des incels a commencé. Alors les incels, c'est quoi? Les incels, le terme veut dire célibataire involontaire. Alors c'est une communauté sur Internet d'hommes qui en fait ne trouvent pas de partenaire sexuel et trouvent ça horrible et en accusent les femmes. Et les femmes ne sont pas attirées par nous et en fait on va se venger. Le héros des incels, c'est un jeune homme qui s'appelle Elliot Rodger et qui est le tueur d'Isla Vista en Californie, sur un campus près de Santa Barbara. Et Elliot Rodger, en 2014, avait tué, il était rentré dans une sororité, il avait tué des étudiantes, et y compris d'ailleurs aussi ses camarades de chambre. Et il avait publié sur Facebook une vidéo qu'on peut toujours voir, qui s'appelle Le jour du châtiment, où il explique, voilà, les femmes ne m'ont jamais regardé, it's unfair, it's a crime, et je vais me venger. Je vais me venger, et d'abord je déteste tout le monde, je vous hais tous. Alors voilà, ça c'est le mouvement. Eh bien alors, je hais les femmes, je vais me venger des femmes qui sont responsables de ma misère, je suis malheureux, je suis seul, etc. Et puis il y a aussi un discours de haine générale, en disant je vous hais tous. Elliot Rodger, qui est encensé par ceux qui commettent des crimes de masse misogynes, eh bien, il appartient, c'est le héros de ce mouvement des incels. Donc ça fait le lien entre une forme de crime misogyne extrême, une misogynie extrême qui prend la forme du meurtre et du meurtre de masse, avec, alors là, semble-t-il, une idéologie qui est plus large que les incels, ce qu'on appelle la manosphère, en fait, ou les mouvements masculinistes. Les féministes ont menti. Les féministes ont menti, c'est-à-dire que la domination masculine, ça n'existe pas. En fait, c'est les femmes qui dominent. C'est les femmes qui dominent et les hommes doivent reprendre le pouvoir. Cette société féminisée, c'est un discours qu'on trouve aussi en France. Éric Zemmour, c'est ça. La haine des féministes, la haine des femmes. Les femmes ont pris le pouvoir, elles dominent les relations amoureuses et sexuelles, et les hommes sont les dindons de la farce. Donc il y a une idéologie, si vous voulez. Il y a des communautés sur Internet. Vous pouvez regarder le forum Reddit qui a été fermé l'an dernier. Vous avez le site Incelme. Enfin, il y a des tas de choses qui sont assez proches de la droite américaine. Pour les tueries féministes, il y a quand même une date qui est toute récente. C'est, on va dire, un peu plus récent que Alec Minassian cette année, mais c'est 1989 au Canada. 1989, un jeune homme, Marc Lépine, entre à l'école polytechnique, dans une salle de classe, à Montréal, et il dit « Séparez-vous les filles et les garçons ». Et il tire sur les filles, en disant « Je hais les féministes ». Voilà, tous mes malheurs, ce sont les féministes. Il paraît qu'il avait dressé une liste des féministes canadiennes qu'il voulait descendre, etc. Donc ça, évidemment, pour le tueur d'Isla Vista comme pour le tueur de Toronto, est-ce qu'on va dire c'est un phénomène individuel ou est-ce qu'on va dire c'est un phénomène collectif? Est-ce qu'on va dire c'est le geste d'un dingue ou c'est un phénomène peut-être social parce que ça renvoie à une idéologie qui circule sur Internet et puis au fond qui aussi peut nous ramener à une misogynie ordinaire. Mais de tels retours de flamme
nous oblige à nous interroger sur une sorte d'accélération de l'histoire qu'on peut voir. On en est maintenant à parler de masculinisme tout de même. Et la date que vous donniez, 1989, avec ce Canadien qui sépare, c'est 10 ans après un texte extrêmement important voté à l'ONU en 1979, adopté par l'ONU, qui est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On sait qu'en 1789, la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas un mot, évidemment, sur les femmes. Donc en 1979, 10 ans après, et aujourd'hui, nous avons cette espèce de bataille presque culturelle engagée. Vous citiez Éric Zemmour et il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Françoise Thébault ? Plusieurs choses. Je dirais d'abord que le mépris des femmes, ou le fait de considérer que les femmes sont des êtres inférieurs, c'est extrêmement ancien. On peut trouver des tas de textes au cours de l'histoire. Mais deuxième chose que l'on peut souligner, c'est que ce qu'on peut appeler l'antiféminisme, ou la haine des femmes, ou la peur des femmes, ou la peur de la confusion des sexes, que des femmes deviennent des hommes, ça s'est beaucoup accéléré lorsque les mouvements féministes s'organisent, ou bien et obtiennent de nouveaux droits pour les femmes, ou lorsque des femmes accèdent à des sphères jusque-là réservées aux hommes, par exemple faire des études, entrer à l'université, entrer en politique. Et donc là, il y a une réaction d'hommes qui considéraient que c'était des lieux qui devait rester masculin. Alors, j'ai un bon exemple sur mon dernier travail de recherche à propos de Marguerite Thibert, donc une femme qui a vécu presque 100 ans avec un parcours assez fascinant. 1886-1982. Oui, et cette femme donc, a voulu faire des études contre l'avis de sa famille et elle est allée jusqu'à la thèse de doctorat. Donc elle soutient sa thèse de doctorat à la Sorbonne en 1926 et c'est à peu près sans doute la 14e femme en France. Et l'année 26 est une année très riche pour les femmes. Il y a 7 femmes qui soutiennent des thèses à la Sorbonne cette année 1926. Et son sujet est de plus un sujet qu'on qualifierait aujourd'hui d'histoire des femmes, puisqu'elle s'intéresse au féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1848. C'est-à-dire les socialismes qui ont été qualifiés d'utopiques par les marxistes ensuite. Donc la soutenance se déroule bien, elle a la meilleure mention, mais juste après, un homme qui a assisté à la soutenance et qu'on peut qualifier, qui fait partie de toute cette mouvance conservatrice de la fin du XIXe siècle, cette mouvance très antiféministe. Je le nomme, il s'agit de Théodore Joran, illustre inconnu aujourd'hui, on a complètement oublié ses textes. Il écrit 5 livres contre le féminisme entre 1905 et 1913. Et pour dénoncer les nouveaux droits accordés aux femmes, pour dire que le féminisme est quelque chose d'anti-français, il faut mettre en avant plutôt la galanterie française, il faut que les femmes restent à leur place, il faut qu'elles restent à une place conforme à la nature. Enfin, il y a tous les clichés, conservateurs, référence à la nature, référence à ce qui fait soi-disant la spécificité française, à la culture française. Donc ce monsieur, très antiféministe, et qui appartient en même temps à la Société de sociologie de Paris, c'est-à-dire qu'il se pique d'être un intellectuel, alors qu'il n'a pas de diplôme. Il a enseigné un peu dans le privé, mais il n'a pas le baccalauréat et il n'a pas de diplôme universitaire après le baccalauréat. Donc il assiste à la soutenance et il propose un article extrêmement virulent au journal qui s'appelle La Réforme sociale, qui est le courant leplézien un petit peu, pour dénoncer beaucoup de choses, en fait, dénoncer la thèse de Marguerite Thibert. Dans cet article, il attaque 3 choses. Il attaque les féministes et il reprend toutes ces thèses d'avant-guerre. Le féminisme est anti-français, dangereux. J'ai une magnifique citation. Il dit que c'est une bombe enveloppée de papier de soie et enrubannée de faveurs roses. Donc quelque chose de dangereux, de non conforme à la nature. Donc il dénonce le féminisme, il dénonce la Sorbonne, les sorbonnards, qu'il qualifie de fémelins. C'est-à-dire qu'il met en cause la virilité des professeurs de la Sorbonne, tous masculins, dans le jury à l'époque, il n'y a pas de femmes dans les jurys, parce qu'ils ont finalement diplômé Marguerite Thibert et qu'ils ont accepté son travail de doctorat. Donc il met en cause leur virilité et il attaque
précisément aussi Marguerite Thibert, parce que s'étant intéressée à ces socialismes utopiques, notamment à Fourier, au Saint-Simonien, etc., elle n'a pas dénoncé ce qu'il appelle l'amoralisme sexuel de ces mouvements socialistes utopiques. Et donc il met en cause sa moralité. Là, nous sommes dans une sorte de proto-Zemmour. Tout à fait, oui. C'est presque un épiphénomène, même si ça peut alerter aujourd'hui. Ma question est sur cette espèce de bataille culturelle que serait en train de gagner le masculinisme. Enfin, là-dessus, il y a une sorte de renversement effarant. Et par rapport à cet incertain... Théodore Joran. Voilà, ce qui est en train de fermenter aujourd'hui mérite examen. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, qui aviez vu monter le féminisme et qui aujourd'hui... Et l'antiféminisme. Vous voyez se cristalliser, sinon triompher, un masculinisme insoupçonnable voilà 30 ans. Alors, je ne dirais pas insoupçonnable il y a 30 ans, je dirais effectivement, pendant le XXe siècle, quand même, la place des femmes dans la société, les rapports de genre changent énormément. Et les femmes accèdent à de plus en plus de domaines qui, auparavant, étaient considérés comme masculins. Et d'autre part, de plus en plus aussi notre société, et ça me paraît très important, il n'est plus possible aujourd'hui de dire qu'on est favorable à l'inégalité des sexes ou à la complémentarité des sexes. Le discours égalitaire, la valeur d'égalité est partagée dans nos démocraties. Même à l'extrême droite, on ne peut plus dire qu'on est pour l'inégalité ou pour interdire aux femmes de faire ceci, cela. Donc, la situation des femmes a beaucoup changé et les réactions antiféministes peuvent être en conséquence de la part de minorités de plus en plus violentes. Ils considèrent que la société s'est féminisée, que les hommes n'ont plus aucun pouvoir, etc. etc. Donc l'accélération du mouvement féministe, l'accélération dans l'obtention de nouveaux droits, de nouveaux espaces mieux partagés, devenus véritablement mixtes, fait que des minorités ils prolongent un petit peu le Théodore Joran, mais d'une façon plus violente et plus nombreux, et puis ils ont les moyens médiatiques actuels pour se faire entendre. Mais avec vous, je voudrais qu'on puisse essayer de comprendre comment on passe de ces préjugés réactivés par les changements de la société, mais comment on va du préjugé au passage à l'acte. Là, il y a quelque chose tout de même d'étonnant. Entre le front un peu bas, la bêtise au front de taureau, comme disait Baudelaire, et puis cette pulsion féminicide. Alors féminicide, c'est aussi intéressant, c'est un mot qui date des années 70, qu'on a trouvé avec la sociologue américaine Diana Russell, je crois que c'était en 1976, et qui définit le meurtre de femmes commis par des hommes parce que ce sont des femmes. Et donc ce passage à l'acte, c'est quelque chose que vous avez observé durant vos études. Je rappelle que un de vos premiers travaux était sur un grand criminel, poète à ses dernières heures, qui était donc Pierre-François Lassner. Oui, alors j'ai travaillé sur Pierre-François Lassner, c'est intéressant parce que c'est un criminel donc, de l'époque romantique. Il a tué un employé de banque pour lui voler sa sacoche. Enfin, c'est une tentative d'assassinat. Et puis il a assassiné un ancien camarade de prison et sa mère. Il est rentré chez eux et puis bon, il a tué tout le monde pour les voler. Alors vous allez me dire pourquoi elle parle de ça? Parce que ça c'est en 1835. Oui. Il est guillotiné en 1836. Et puis en 1885, il y a un feuilletoniste qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Théodore Labourieux, qui écrit une biographie de Lassner qui s'appelle Lassner, le tueur de femmes. Et donc l'image, elle est transformée. Il est présent. Le thème de la vengeance chez Lassner a été très important parce qu'il voulait se venger de la société. Il a tenu un discours de révolte contre la société. Et là, le thème de la vengeance est repensé
il se venge, il a la cruauté de se venger sur le sexe faible. Et il est devenu un tueur de femmes. C'est rigolo, ça, comme la manière dont on a repensé celui qui, à l'époque, avait été regardé comme un monstre. Alors, le tueur de femmes, c'est une catégorie. Il faut penser le crime. C'est un défi de penser le crime, de penser qu'est-ce qui se passe dans la tête du criminel. Donc, on fait des catégories. Il y a le tueur de berger, le tueur de vieilles dames, le tueur de femmes. Il y a même le tueur de boucher dans Drôle de drame. Il aime tellement les moutons qu'il tue les bouchers, Jean-Louis Barrault. Mais... Donc voilà, le tueur de femmes, c'est une vieille catégorie. Une vieille catégorie, alors encore une fois, quand ça commence, je ne sais pas, mais comme il y a de la presse au XIXe siècle, eh bien, là on va pouvoir voir cette catégorie qui est utilisée par les gens. C'est une catégorie, attention, qui n'est évidemment pas une catégorie pénale, hein. C'est une catégorie du discours social. Alors les tueurs de femmes, est-ce que tous les tueurs de femmes étaient au fond des misogynes? C'est une question qu'on peut poser. Prenons, alors ça c'est récent, mais prenons le tueur de vieilles dames, Thierry Paulin. Vous savez, qui a terrorisé Paris, certains quartiers de Paris dans les années 1980 sur fond de drogue, tout ça. Thierry Paulin, il a tué, je pense, une vingtaine de vieilles dames. Il s'en prenait à des femmes âgées pour pouvoir les voler. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un tueur par misogynie? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en parlant du féminicide, qu'est-ce que ça veut dire tuer une femme parce que femme? Qu'est-ce qu'on met dans parce que femme? Est-ce que on va tuer des femmes parce qu'elles sont vulnérables, parce que les vieilles dames, elles sont isolées, elles peuvent pas se défendre? Alors, est-ce que c'est de la haine des femmes? Je sais pas, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le parce que femme? La question était aussi, dans ce passage à l'acte, est-ce que ceux qui tuent des femmes parce qu'elles sont des femmes et pas uniquement parce qu'elles sont des proies vulnérables, qui tuent presque la femme trop triomphante à leurs yeux, est-ce que ces personnes qui passent à l'acte peuvent être nourries, est-ce que leur bras peut être armé par des écrits misogynes et des campagnes et des préjugés? Alors ça c'est clair pour les tueries misogynes récentes, hein, dont on a parlé. Il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, du tueur d'Umpeka. Hein, ça c'était en 2015 dans l'Oregon. Un jeune homme isolé qui disait « je n'ai pas de petite amie, je suis puceau », voilà, et c'est très grave. Donc pour ça, évidemment, prenons un cas, parce que je me suis dit, ces tueurs misogynes, donc est-ce qu'il y en a eu avant? Alors j'ai trouvé Vidal. Hein, Vidal, Henri Vidal, 1901, c'est un tueur connu des historiens parce qu'il a la chance d'avoir ces deux historiens, hein, c'est Philippe Artière et Dominique Khalifa, qui ont publié en 2001 un livre qui s'appelle Vidal, le tueur de femmes. C'est tout à fait intéressant parce que la question que nous posons là du meurtre par misogynie, elle n'est pas du tout abordée par les deux historiens qui se sont intéressés à Vidal, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est comment, quand il y a un crime, le crime est une machine à discours. Ça fait parler les journalistes, ça fait parler les magistrats, etc. Donc c'est l'emballement discursif autour de cette affaire. Alors, pour nous, c'est intéressant, Vidal, parce que Vidal, qu'est-ce qu'il a fait? On est en 1901, c'est un hôtelier à Hyères, il a 34 ans, il agresse avec un couteau 2 jeunes prostituées, et puis 3 jours plus tard, à Tamaris, il égorge une prostituée, et puis quelques temps plus tard, il tue une jeune Suissesse qu'il a rencontrée dans un train, il lui vole sa montre. Alors quelle a été la lecture judiciaire de cette affaire? C'était, crime crapuleux. Vidal a écrit son autobiographie. On est à un moment où la criminologie,
qui se construit dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, la criminologie, eh bien, elle veut percer, le criminologue veut percer le mystère criminel et demande au criminel de raconter sa vie. Donc, que fait Vidal? Il écrit son autobiographie avant d'être jugé, et là, il va trouver, si vous voulez, le discours de Vidal, il se fait par rapport au criminologue. Donc, il va dire, bon, le crime crapuleux, c'est pas glorieux. Donc, il va se poser en victime, et il va dire, ben, les femmes m'ont toujours fait du mal. Et donc, il va développer la haine des femmes. Je vous lis un passage. « Je me suis attaqué à des femmes parce que je leur en veux. Ce sont elles qui sont la cause de mes misères. » Et là, il donne des noms. C'est ma tante, c'est ma belle-sœur, c'est une telle, je voulais me marier avec elle, mais elle n'a pas voulu de moi, c'est ma mère qui ne m'a jamais aimée. Eh bien, messieurs, ces 4 personnes sont des femmes. C'est de là que j'ai conçu en dernier lieu. Et pour la femme, une haine à toute épreuve, une haine irrémédiable, implacable. Ajoutez à cela mes affaires personnelles ou autres, qui ont toujours échoué, rien dans la vie ne m'a réussi. Les femmes m'avaient perdu, je jurais de me venger. Je considérais dès lors toute femme comme mon ennemie née. Et dès que j'en voyais une, j'avais envie de la tuer. Il faut avoir en tête que ce discours, c'est un discours qui se fait dans... Il y a le criminologue en face. Bon. Il se cherchait aussi, dans la voie judiciaire, en cours, certaines circonstances atténuantes et, à son humble niveau, essayait de théoriser ce qui pouvait lui faire échapper à la guillotine. Il y a aussi, c'est quoi? Tuer une femme parce que femme. C'est quoi parce que femme? Qu'est-ce que ça représente, les femmes? À quoi on s'attaque? Est-ce que, par exemple, et ça peut sans doute certainement se dire pour les tueurs sexuels, des formes de matricide déplacées. Alors, il y a la femme, et la femme souvent c'est la mère. Bien sûr, et justement je voulais terminer cette émission sur un thème: à quoi on s'attaque? À quoi s'attaque et comment on s'attaque et où on s'attaque? Parce que là nous sommes dans l'Occident. Mais il y a une question que je voudrais poser à l'historienne du féminisme, c'est celle des mutilations sexuelles, qui sont parfois compliquées à appréhender, puisque entre en ligne de compte ce qu'on a pu appeler le culturalisme, qui cherche effectivement là encore, des circonstances atténuantes. Nous sommes dans un monde tellement discordant qu'aujourd'hui, certains hommes se posent en victime et passent à l'acte en tant que victime d'une sorte de poids insupportable à leurs yeux des femmes. Et un peu plus au sud, nous avons toujours infibulation, excision, etc. Et crimes d'honneur. On n'a pas évoqué les crimes d'honneur. Crimes d'honneur. Et je pense qu'il faudrait terminer par cela. Et j'aimerais avoir votre avis sur la question, Françoise Thébault. Alors, bon, nous sommes toutes deux des spécialistes des sociétés occidentales, mais ce que l'on peut souligner, c'est que ces violences faites aux femmes du Sud ont été aussi un peu mises au jour, on les a apprises en quelque sorte au moment où le féminisme de seconde vague se formait, discutait, et là aussi c'est le privé politique. Et ce privé politique a fait surgir à la fois les mutilations sexuelles, dénoncées par le féminisme, par de nombreuses organisations, par exemple comme la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui a pris aussi à bras-le-corps cette question dès la fin des années 60. Et il y a eu ce livre qui a fait beaucoup de bruit, le livre qu'a publié Benoît de Groult en 1975 sur le sujet, et qui l'a révélé en quelque sorte au grand public. Et il y a aussi depuis, c'est un combat des organisations de femmes à l'échelle internationale. Donc, est-ce que c'est une forme de haine contre les femmes? Sans doute. C'est aussi une volonté de contrôler le corps des femmes, de garder le pouvoir
du côté des hommes, de garder le pouvoir aussi dans les familles, avec des familles plutôt patriarcales, quoi. Et là, effectivement, la solidarité, la sororité internationale est importante, même si elle a du mal à jouer, à avoir un rôle effectif. En fait. Siège de la maternité, siège également d'un plaisir, parfois nimbé d'une étrange étrangeté aux yeux masculins. Ève. Peur de la puissance des femmes. Oui, c'est une peur ça. très très ancienne de la puissance des femmes, de ce continent noir qu'on ne s'explique pas. Et comment regardez-vous donc ce monde où on a quasiment sous les yeux les trois âges, des femmes qui restent des victimes, des femmes qui se sont libérées et des hommes qui, aujourd'hui, même si c'est heureusement une minorité, s'estiment tellement lésés qu'ils passent parfois à l'acte dans une violence incontrôlable. Et nous avons tout ça à la fois, comme en tuiles, comme disent les historiens. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire que la société a beaucoup changé, la place des femmes dans la société s'est modifiée. On est, comme le disait Françoise Thébault, à un moment où il est clair que la revendication d'égalité entre les sexes, on ne peut pas revenir dessus. Donc il y a eu d'énormes changements. Et je pense que ce qui me frappe, moi, c'est que ça change très très vite. Je parlais hier avec ma fille aînée qui a 16 ans et je pense qu'elle n'est pas dans le même monde que moi. Et sur les rapports hommes-femmes, c'est encore un autre monde. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression d'être encore du 19e siècle. Et vous, Françoise ? Oui, ce qui me frappe, moi, c'est les inégalités à l'échelle mondiale, en fait, les différences à l'échelle mondiale. Et même à l'intérieur de sociétés occidentales, il y a des différences entre les classes sociales, entre les appartenances religieuses. Et donc, ça donne des sociétés extrêmement complexes, en fait. Est-ce que vous avez l'impression, et ça sera ma dernière question, qu'il y a eu la libération du sujet colonial, suivie de la libération de la femme, et qu'aujourd'hui, on est dans la cause animale. Et du coup, on trouve la femme entre le colonisé et l'animal. La question est un peu directe et provocatrice, tout à fait, oui. Enfin, on peut lire les choses comme ça, mais en même temps, c'est pas seulement une chronologie, les choses s'ajoutent. Hein. Le combat pour la liberté des femmes, pour l'égalité hommes-femmes, notamment à l'échelle mondiale, n'est pas achevé. Le combat pour la décolonisation, même si les États sont indépendants, mais pour la décolonisation économique, culturelle, etc., n'est pas achevé non plus. Donc, les choses s'ajoutent plus que se superposent sans s'annihiler. Moi, je voudrais dire une chose. Je voudrais dire aussi que je pense qu'il ne faut pas victimiser les femmes. Parce que sur la question du crime conjugal, est-ce que c'est crime conjugal ou est-ce que c'est violence de genre ? C'est-à-dire, en fait, violence exercée sur les femmes par les hommes. Je veux dire, aujourd'hui, le couple homosexuel, c'est quelque chose qui est reconnu. Mais qu'est-ce qu'on fait de la violence dans les couples homosexuels entre deux hommes ou entre deux femmes ? Ou qu'est-ce qu'on fait des hommes qui sont battus par leurs femmes ? Alors, c'est un phénomène qui n'est pas du tout dans les mêmes proportions que les femmes battues par les hommes. Seulement, tous les 15 jours, un homme meurt sous les coups de sa femme. Et quand vous dites ne pas victimiser, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Eh bien, je veux dire par là que la question du féminicide qu'on a posée, qui est une question importante, doit-on reconnaître le féminicide en France ? Est-ce qu'on doit faire rentrer dans le droit le féminicide ?
Le féminicide se pose surtout sur la question des violences conjugales. C'est-à-dire, en gros, voilà, les violences conjugales, c'est les violences des hommes sur les femmes. Alors c'est vrai que statistiquement, c'est évidemment ce qui est plus important. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que, est-ce que la catégorie violence conjugale est forcément à rabattre sur violence de genre? Ça pose une question. Ça pose une question. Il est parfois heureux, judicieux, juste et bon qu'une émission se termine par une question. Merci et à la prochaine fois.